Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Tchad, répression anti-manifestants vers une transition sanglante. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Plusieurs dizaines de personnes, dont un jeune journaliste, ont perdu la vie dans la répression meurtrière de manifestants en N'Djamena et dans d'autres villes du pays. La France précise dans un communiqué qu'elle ne joue aucun rôle dans ces événements. Pourtant, c'est la junte française qui a installé Mahamat Déby à la tête du Tchad. Des corps sans vie jonchent les trottoirs défoncés d'une ville à feu et à sang. Le sifflement des gaz lacrymogènes, le bruit des balles résonne à N'Djamena, derrière laquelle s'élèvent de larges nuages de fumée noire. Les Tchadiens découvrent peu à peu les conséquences de la répression meurtrière qui s'est abattue jeudi dernier dans le pays. Au moins une cinquantaine de personnes ont perdu la vie dans les manifestations organisées par l'opposition dans plusieurs villes. Selon justement les premières constatations et surtout les premiers chiffres du gouvernement, une centaine d'autres ont été blessés. Parmi les victimes identifiées, le journaliste Narcisse Oredje, ancien étudiant à l'école supérieure de journalisme de Lille, qui a été également tué par balle dans la capitale. L'établissement a rendu hommage à un élève et journaliste brillant major de sa promo. La situation est toujours très critique du côté de N'Djamena et justement la situation est toujours en ébullition. Il faut préciser par ailleurs que les manifestants sont toujours dans les rues. Les forces de l'ordre continuent de leur tirer dessus, témoignant on va le dire comme ça, témoignant justement la force qu'utilise aujourd'hui l'homme fort du côté, on va le dire comme ça, de N'Djamena. Eh bien, le bilan pourrait donc être encore beaucoup plus lourd que celui annoncé par les autorités tchadienne. La Fédération internationale des droits humains évoque d'ores et déjà des cas de torture et d'arrestation arbitraire qui auraient fait plusieurs morts et des blessés graves. Jusque-là, on nous dit que le Premier ministre tchadien a annoncé la suspension de toute activité important en tout cas, dans le pays. Des violences sont survenues jeudi dernier au Tchad avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants, ce que la France condamne, a souligné dans le Quai d'Orsay dans un communiqué affirmant que Paris ne joue aucun rôle dans ces événements. À nous de nous poser justement la question de savoir si la France n'est pas en train de jouer à cette hypocrite qu'elle a toujours été. En tout cas, nous nous interrogeons, Tchad, répression anti-manifestants vers une transition sanglante. En tout cas, nous nous interrogeons. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec justement Patient Parfendom, homme politique, qui est avec nous ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselingos. Bonjour à tous nos nombreux internautes de Panafricaniste TV. Bonjour à nos techniciens. Bonjour à tous, n'est-ce pas, les guerriers de cette réponse médiatique authentiquement africaine qu'est Panafricaniste TV. Je parle de mes amis avec qui partagent ce plateau avec vous. Ils sont très nombreux. Et je pense que jeudi dernier, nous sommes replongés dans des cauchemars dont on pensait jamais révolus du côté de N'Djamena et qui nous ont plongés brutalement dans une réalité qui est aussi simple que ce que nous vivons, c'est-à-dire qu'en réalité, la France est toujours à la manœuvre. Contrairement à ce que peut penser le pouvoir de Mahamat Déby, cet acte de sauvagerie, de barbarie, le rend prisonnier, je dis bien le rend prisonnier de la volonté de l'impérialisme occidental, surtout français, de faire de lui enfin un véritable homme lige pour la défense de leurs propres intérêts. Parce que chaque fois qu'il aurait tendance, ou bien qu'il va tenter de s'affranchir de leur tutelle, effectivement, on va les ressortir, n'est-ce pas, ces images macabres. On parle de 50 morts, mais moi je pense qu'il y a eu plus de 300 morts. Et surtout, la répression qui continue. Oui. Quand on voit les forces de sécurité rentrer dans les quartiers, chercher les gens pour les ramener dans les camps de torture, je pense que c'est fini pour Mahamat Déby, non? C'est terminé. Il n'a plus d'avenir dans le camp de panafricanisme, à moins qu'il soit capable de faire ce d'orgueil en
en démissionnant, ou bien en disant clairement qu'à l'issue de cette transition, il ne sera pas candidat et qu'il va retourner dans les quinzaines pour faire ce qu'il sait faire le mieux d'ailleurs, c'est-à-dire faire le métier des armes pour défendre l'intégrité territoriale de son pays et aider à venir en aide aux autres peuples frères d'Afrique qui sont en difficulté. Mais je pense qu'il n'est pas sa place, parce que comme disait Thomas Sankara, un militaire en armes, c'est-à-dire un homme en armes avec une arme, mais qui n'a aucune formation à la fois politique et idéologique, c'est un criminel en puissance. Et c'est ce que nous avons vu. Comment peut-on tirer avec des armes létales sur de pauvres citoyens qui font une marche pacifique? Je pense que nous sommes là à l'orée de quelque chose de très grave qui va avoir des conséquences non seulement au niveau du Tchad, mais au niveau de la sous-région. Mais je le dis, le grand gagnant de ce grand bain de sang, ça va être provisoirement de toute façon l'Occident et la France en premier, qui va fortement consolider sa place parce qu'ils vont faire plus que jamais de Mohamed Idriss Déby Itno une véritable marionnette entre leurs mains, dû au fait qu'il a franchi la ligne rouge en acceptant de verser le sang de son peuple pour se maintenir au pouvoir, pour refuser toute forme de contestation de toutes les initiatives, dont l'une des plus malheureuses était vraiment ceux du grand dialogue, en réalité, qui n'avait de grand dialogue que de nom, et dont on voit les résultats aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu des condamnations venant de tous les Africains? On surnomme d'ailleurs aujourd'hui Mohamed Déby, le grand Freddy Krueger, qui a tué plus de 300 de ses compatriotes. C'était du jamais vu quand même. Est-ce que ce genre de personne, on peut encore lui faire confiance? Non, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort de repartir dans l'histoire. C'est pour cela que nous disons, c'est vrai qu'il y a des frémissements dans notre continent. Ces frémissements proviennent des profondeurs de l'Afrique pour dire qu'il est grand temps pour que nous puissions enfin récupérer notre liberté, notre indépendance et notre souveraineté. Mais au même moment, nous avons certains acteurs parmi nos enfants qui n'ont pas compris le sens de l'histoire. Et c'est le cas de l'exécutif de ceux qui sont aux affaires actuellement au Tchad. D'abord, le Tchad, dès son indépendance, d'abord le Tchad, quand on parle de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, on ne parle pas beaucoup de l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, nous avons fait plusieurs débats là-dessus. On doit revenir à cette date du 27 août 1940 et avec le déploiement de l'ensemble de la plupart de la jeunesse africaine qui se retrouve en N'Djamena avec 17 000 hommes, parmi lesquels il y avait des milliers de Tchadiens. Ce sont ces gens-là qui vont aider la France à se sortir de la honte monumentale qui était sa défaite vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Et je crois qu'ils n'ont pas tenu un mois. L'armée française a été complètement balayée. Alors, je dis que dès l'indépendance du Tchad, il y a deux présidents qui vont se succéder au pouvoir. Le premier, c'est Garba Tombalbaye. Bon, vous voyez maintenant, je fais les plans de la France pour que vous compreniez. Il était originaire du Sud. Le second, qui va lui faire un coup d'État, c'est le général Maloum, qui est originaire du Sud. Alors, la France va donc mettre en exécution son plan diabolique pour faire du Tchad plus que jamais un pôle assez important dans son déploiement logistique de sa barbouzerie dans toute l'Afrique centrale et dans toute l'Afrique tout court, dans la bande saouleuse saline avec. Ils encouragent des rébellions venues du Nord pour déstabiliser le pouvoir de N'Djamena. Et c'est à ce moment que vous allez voir des formations comme le Gunt de Gokouné Wedei, vous vous souvenez, qui avait comme principal lieutenant Hissène Habré. Quelque temps après, Hissène Habré fait un coup d'État à son mentor, il verse du pouvoir et prend le pouvoir. Et qui est comme l'un des bras armés de Hissène Habré? C'est Idriss Déby Itno, ne l'oublions pas, qui était un ancien officier formé à Saint-Cyr par la France. Donc, lui, il est originaire de l'Est du Tchad, voisin avec le Soudan, de l'ethnie Zagawa. Quelque temps après, avec ce qu'on a connu, vers la fin, parce qu'à un moment donné, je pense que Hissène Habré était devenu presque incontrôlable. Vous vous souvenez de le kidnapping de Madame Clost, avec tout avec les conséquences. Donc, on retourne son principal lieutenant, Idriss Déby Itno, contre lui.
Parce qu'on avait estimé que son pouvoir était devenu un pouvoir violent, de sauvage, de barbarie hors norme. Et ça s'est terminé par le procès de Dakar, où il a été condamné à mort. Il en est mort d'ailleurs. Mais quand vous écoutez, n'est-ce pas, les plaidoyers de ces avocats, ils ont dit d'accord, c'est une très bonne chose de traîner Sénabré devant les tribunaux. Mais où est son principal lieutenant? Donc, le président Déby, qui était en charge des basses besognes. Ça, c'est l'histoire, hein? Ça n'a rien à voir avec on aime Déby ou bien on n'aime pas. Et l'épouse de Sénabré, une sénégalaise, n'avait eu de cesse de dire cette affaire-là ne peut pas être un tribunal juste si on ne traîne pas Déby à la barre. Or, le Tchad avait financé une partie avec l'avocat Bourbon, la tenue de ce procès au Sénégal. Bon, quelque temps après, il y a des mouvements au niveau de la Centrafrique. Au niveau de la Centrafrique, donc certains groupes armés étaient entretenus par N'Djamena. Je crois que dans sa volonté de couper avec ce travail, avec de sales besoins qu'on lui confiait, à un moment donné, le président Déby a voulu se rétracter. Il y a donc ce groupe de FACT qui attaque le Tchad. Le président Déby va au front. Il meurt. Dans des conditions jusqu'à aujourd'hui non élucidées. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas très bien les conditions dans lesquelles le président Déby a trouvé la mort. On ne parle d'assassinat, mais comment? On ne sait pas. Et curieusement, alors qu'il y a une constitution, on peut questionner cette constitution ou non, au niveau du Tchad, c'est le président de l'Assemblée nationale qui aurait dû prendre le pouvoir. Le monsieur se rétracte et se dit, il ne se sent pas en capacité d'assumer, n'est-ce pas, la transition en attendant de nouvelles élections. Qui prend le pouvoir? C'est Mahamat Idriss Déby. Et qui vient adouber le pouvoir de Mahamat Déby Itno, qui n'a aucune fonction sur le plan, j'allais dire, hiérarchique. Oui, de la structure institutionnelle. Certes, il avait été fait général, mais dans l'armée, mais il n'avait aucune fonction pour être en capacité de succéder à son père. C'est M. Macron, le président de la France, qui part de Paris pour venir installer, en fait, adouber Mahamat Idriss Déby Itno au pouvoir. Là, on ne nous parle pas de junte, on ne nous parle pas de putschistes, on légifère, on adoube, on valide. Parce qu'il y a la base militaire française et le centre opérationnel de Barkhane qui se trouve en N'Djamena. Il y a les bisbilles au niveau du G5 Sahel. Le Mali décide de se retirer du G5 Sahel. Qu'est-ce que nous constatons? C'est le Tchad qui va à la charge et dit au Mali, vous ne pouvez pas partir du G5 Sahel, il faut y revenir. C'est-à-dire qu'en violant l'expression légitime du peuple malien, qui ne veut plus de cette force d'occupation sur son sol, Mahamat Idriss Déby, nous sans qu'on ne comprenne très bien, on va dire. Au niveau de la Centrafrique, vous vous souvenez, Bozizé, qui est devenu aujourd'hui, j'allais dire, l'expression la plus achevée de la félonie des Africains vis-à-vis des intérêts étrangers, il est réfugié où? En N'Djamena. Protégé par qui? Par Mahamat Idriss Déby. Non. On a même tenté de vouloir créer un conflit qui aurait pu déboucher sur une guerre entre la Centrafrique et le Tchad, en estimant que des forces centrafricaines, aidées par ce qu'ils appellent les mercenaires de Wagner, ont franchi la frontière tchadienne pour aller, n'est-ce pas, tuer des militaires tchadiens sur leur sol. Heureusement que je pense que la diplomatie de la sous-région a pu calmer le jeu. Donc voilà la réalité. Alors, vient donc cette grande messe qu'on a baptisée de grand dialogue. Mais dans cette grande messe qui est baptisée de grand dialogue, alors qu'au Mali, à peine 10 mois, 13 mois, on commençait à crier déjà, oh, attention, Assimi Goïta veut confisquer le pouvoir, c'est un putschiste, il faut absolument qu'il cède le pouvoir et qu'on aille vers eux. Autoconstitutionnel. Après 18 mois, le grand dialogue débouche sur quoi? Débouche sur le fait que, on prolonge la transition tchadienne de 24 mois en plus. Celui qui gère cette transition, Mahamat Idriss Déby Itno, peut être candidat à la prochaine élection. Et c'est ce que les opposants contestent. Ils disent que non, on ne peut pas l'accepter. Je vous rappelle déjà que le 14 mai, il y avait déjà une grande marche dans tout l'ensemble du territoire tchadien pour protester contre la présence de plus en plus visible des soldats français sur le sol tchadien. Pourquoi? Parce que le gros des effectifs de Barkhane,
qui est parti du Mali, n'ont pas été au Niger comme on l'avait cru précédemment, mais plutôt au Tchad. Et on le voyait dans les rues, les gens leur ont dit, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites chez nous? Ça a été l'objet, n'est-ce pas, de manifestations assez importantes. Donc là, les populations, les associations et quelques partis politiques descendent dans la rue pour dire, nous contestons les résolutions de ce grand dialogue. Nous ne sommes pas d'accord que ce grand dialogue aille en réalité vers la confirmation et au forcing, dans un passage en force, en nous imposant Mahamat Idriss Déby Itno comme chef d'État. Parce qu'en réalité, c'est ça la finalité. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on lâche les sbires. On lâche ce tonton Makout à la tchadienne. Et qui tue comme ça indifféremment les pauvres populations tchadiennes. Des gamins qui manifestent uniquement pour dire nous voulons autre chose. Nous ne voulons plus de partenaires sur le plan militaire, la France. Nous voulons la Russie. En fait, ils expriment leur volonté d'émancipation vis-à-vis de cette France impérialiste qui continue de dominer le Tchad et cet espace. Et alors là, c'est là où je vois le manque d'intelligence politique de Mahamat Idriss Déby Itno et son entourage. Au lieu de bien lire ce qui se passait, ils ont voulu, comme à l'accoutumée, s'imposer par le biais de la force. Et les dégâts sont là. Une barbarie et une sauvagerie hors norme. On vous parle de 50 morts, mais d'autres sources nous parlent de plus de 300 morts. Et ils ne se sont pas limités là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'abord, il a commencé par les officiers de l'armée. La plupart des officiers de l'armée étant en N'Djamena, leurs maisons ont été fouillées à la recherche des armes, soi-disant. Donc vous voyez, il n'a même plus confiance maintenant en son armée. Pire, on descend dans les quartiers, on tracte. Il y a une société qui a vendu les cartes de la géographie de N'Djamena. Donc on sait de quel côté viennent les manifestants. On rentre dans ces quartiers, on traque les individus, on les arrête, on les amène dans les camps de concentration où ils sont torturés, où d'autres sont en train de mourir à l'heure où nous parlons là. Alors, je dis que là, Mahamat Idriss Déby Itno s'est livré pieds et mains liés à la France. Parce que la France le tient maintenant. Elle le tient totalement. Donc, en réalité, nous qui rêvons d'une contamination qui pouvait en faire de Mahamat Idriss Déby Itno l'un des éléments sur lesquels on pouvait s'appuyer pour aller dans la transformation de cette volonté panafricaine de s'affranchir de la tutelle de la France, on l'a déjà perdu. Parce qu'avec ce sang versé, il devient l'otage des impérialistes français. Chaque fois qu'il aurait tendance de bouger dans le sens de ce que nous souhaitons, on va le rappeler brutalement, preuve à l'appui, ce sang versé et ces macabées qui vont continuer à pourrir dans son tiroir. Donc à partir du moment-là, il est devenu inutile pour le combat panafricain. Il est complètement à côté de la plaque et il ne nous sera plus d'aucune importance. Alors, j'attends les arguments de type oui, il faut que les gens fassent attention, ils organisent des manifestations qui ne sont pas autorisées et envoient les gens dans la rue. Alors je dis là aussi, nous sommes les Africains, il faut qu'on sache qui nous sommes. Nous sommes quand même héritiers de ces gens qui ont été vendus comme des animaux pendant 5 siècles. Plus d'un siècle d'une colonisation, d'une brutalité inouïe, dont le Tchad est l'une des expressions les plus achevées de cette colonisation-là. Et depuis un siècle, nous baignons dans un néocolonialisme qui ne dit pas son nom. Et l'expression de ce néocolonialisme le plus évident, c'est l'exploitation du pétrole tchadien. Vous avez vu l'exploitation de ce pétrole. Le Tchad gagne combien dans ce pétrole? Mieux. À un moment donné, les Américains, dans cette fourberie, avec une société américaine, a même revendu les obligations pourries, n'est-ce pas, à l'État tchadien, qui s'est retrouvé avec des dettes, des titres d'obligations pourries qu'il avait achetés à cette société dans le cadre des parts qu'il devait prendre dans l'exploitation de son pétrole. Et ça, avec la complicité justement de son entourage. Donc voilà, Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas su comprendre le sens de l'histoire, avec les atermoiements, n'a pas su qu'il était accompagné, qu'il était sur un mauvais cheval. Il avait misé sur un mauvais cheval en misant sur la France parce que M. Macron est venu l'imposer aux Tchadiens. Il n'a pas compris que lui, en tant que général, il devait avoir un minimum de courage, comme on le voit avec les jeunes capitaines, Ibrahim Traoré au niveau de Burkina et surtout Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta au niveau de Mali. Lui qui est général devait comprendre que pour
exercer le pouvoir dans la situation actuelle, dans les pays dominés dans le précaré français, il faut un minimum de courage pour dire non à la France. Il n'a pas su le faire. Aujourd'hui, il est l'esclave, n'est-ce pas, de cet impérialisme-là français. Il a le corps couvert de sang de ces martyrs qui ont été lâchement assassinés. Et je peux vous le dire, il n'a plus aucune valeur en termes de valeur qualitative pour aider la jeunesse africaine de se défaire de ces chaînes qui continuent de l'enlacer, c'est-à-dire combattre la présence occidentale, combattre la présence impérialiste sur le sol africain pour libérer enfin l'Afrique de cette domination-là et nous permettre d'aller très rapidement vers la construction des États-Unis d'Afrique. Donc lui, c'est fini. C'est les poubelles de l'histoire. Donc je ne vois pas comment il va faire pour s'en sortir. Il ne peut que, pour pouvoir conserver ce pouvoir, continuer dans la même lancée de cette sauvagerie, de cette barbarie, en attendant que son heure fatidique arrive. Et c'est en ça que j'ai l'impression souvent, si je suis linguiste, je me dis, on mène souvent des débats sur vos plateaux. Est-ce que nos décideurs ne nous écoutent pas? Est-ce qu'ils ne se disent pas que, comme eux peut-être, ils sont occupés à gérer les questions domestiques au quotidien des pays, il y a des gens qui passent des nuits noires à réfléchir sur comment l'Afrique doit être, quels sont les choix qui sont les meilleurs, qui doivent être pris pour éviter ces écueils que leur tendent tout le temps, n'est-ce pas, nos persécuteurs. Donc c'est à ce niveau que je vois la faiblesse. Et vous me parlez du Premier ministre je crois, qui sort maintenant des oukases de gauche à droite. Ça aussi, ce sont des victimes de ce néocolonialisme. Parce qu'on a été longtemps dans la prétendue opposition et qu'on a passé son temps à combattre un régime et non combattre le système france-africain néocolonial. Effectivement, chaque fois qu'on vous appelle à la soupe, vous pensez que c'est parce que vous avez le plus mérité. Et vous devenez, avec un zèle hors norme, encore plus france-africain que ce que vous avez combattu hier. Malheureusement, c'est ça la difficulté dans laquelle baigne le Tchad aujourd'hui. Pendant ce temps, il y a une narrative qui est sortie il y a quelques jours encore, justement ce jeudi soir, jusqu'à vendredi. Certains soi-disant panafricanistes déclaraient haut et fort que c'était une tentative de coup d'État. Écoutez, Steve Jesselingos, vous savez... Comment des personnes à main nue ont-ils pu organiser un coup d'État contre Mahamat Idriss Déby? Vous savez, Steve Jesselingos, c'est-à-dire que même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des gens qui estiment aujourd'hui qu'on peut tout défendre. On ne peut pas tout défendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont une valeur tellement importante qu'elles ne peuvent pas être mises sur la balance, n'est-ce pas, de nos ambitions personnelles, de nos égos surdimensionnés, de notre félonie, de penser que nous sommes plus importants que le peuple, parce que de temps en temps, nous nous asseyons sur la même table qu'avec nos ennemis d'hier. Alors, je dis, il y a des gens en Afrique qui ont intégré dans leur subconscient que la vie humaine, surtout quand elle est africaine, n'a pas d'importance. N'a pas d'importance. Actuellement en France, il y a une gamine, je ne sais pas, Lola, qui a été tuée. Mais ça fait des vagues pas possibles. Mais chez nous, là au Tchad, même si on prend seulement 50 morts, même ce chiffre, moi j'ai dit qu'il y a plus de 50 morts, on a plus de 300 morts déjà. Au lieu que cela suscite un tollé général, les gens commencent à trouver des excuses au bourreau de ces martyrs. Oh non, c'est parce qu'ils ont marché alors que la marche était interdite. Oh non, c'est dans... il y avait des... Comment on appelle ça? Des provocateurs au sein des marcheurs qui avaient des gourdins, qui avaient des machettes. Mais ça avait des gourdins et des machettes quand tu 50 personnes. L'armée fait quoi? L'armée n'a pas les méthodes, les techniques pour neutraliser ce fauteuil de troupes. Même pas la police, l'armée n'a pas ces moyens-là. À quoi servent les gaz lacrymogènes? À quoi servent même les gaz incapacitants? Je sais qu'ils en ont. Nos armées ont des gaz incapacitants. À quoi ça sert? Pour se servir des armes de guerre et tirer sur sa propre population, tout simplement parce qu'on conteste les résolutions d'un dialogue qui a été organisé et bâclé d'ailleurs, et qui ne produit pas les résultats qu'attendait le peuple.
Mais ce qui fait le plus mal, je vous parle toujours de cette marche du 14 mai. Je pense que c'était l'alerte. Et la France a dit à Mahamat, la prochaine marche, si tu n'agis pas dans notre sens, on va te lâcher. Parce que le 14 mai, les gens à Béché, par exemple, ils ont détruit le monument aux soldats français qui était érigé en plein cœur d'Abéché. Ils ont dit que non. Ici, là, il devait y avoir un monument en l'honneur de nos frères qui sont allés libérer Paris. Et non un monument en l'honneur des soldats français soi-disant tombés pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer le Tchad. Quel Tchad? Et là, la France et surtout, les drapeaux russes étaient sortis. Oui. Pour dire, nous voulons de la Russie comme partenaire. Nous en avons marre de la France et de ces barbouzeries sur notre territoire, surtout de cette base militaire qu'on ne veut plus. Alors, cela revient à dire des choses. Je le dis, j'insiste souvent là-dessus. Nos États-là, qu'on appelle les États, quand je dis les Bantoustans, les gens s'énervent. C'est-à-dire que sur un plan formel, peut-être, je ne sais pas, on peut le poser État, mais vous êtes des fabrications coloniales. C'est la conférence de Berlin 1 qui a structuré ces États. Mieux 2. Avant nos indépendances, on nous a fait venir des constitutionnalistes. Alors, dans le cas du Tchad, c'est encore plus parlant. Vous vous souvenez même du discours qui dit « Je voulais lâcher le pouvoir ». C'est la France qui m'a obligé d'y rester. On a même fait venir un constitutionnaliste Paris pour refaire une constitution, n'est-ce pas, taillée sur mesure, qui permet à la France de continuer de diriger le Tchad. Parce que c'est ça la vérité. Il nous faut des constituantes authentiquement africaines. Il nous faut de nouvelles constitutions qui consacrent la souveraineté de nos États. Une question aujourd'hui, qui était justement derrière ce dialogue national du côté du Tchad? Non, ce sont des... En fait, on a voulu, légitimer le pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. Dégager la voie pour lui, pour qu'il soit capable de se représenter comme chef d'État, comme candidat à la présidence de la République, après ces 2 années de ce que j'appelle de transition. Ces 2 années de transition avaient pour fonction de tout faire pour planter, arrêter solidement son pouvoir, pour imposer son pouvoir, pour bien le structurer et préparer les pseudo-élections qui viendront consacrer son pouvoir. Et nous, faire avaler aux Tchadiens cette couleuvre de 1, on va continuer à coopérer avec la France. 2, on va maintenir intact des accords de coopération. Je vous rappelle qu'au Mali, sur les 11 points des accords de coopération, 8 ont déjà été mis à la poubelle. Et les 3 autres qui restent, quand vous les regardez, ça veut dire que très rapidement, elles seront mises de côté. Parmi lesquelles il y a la question de la langue française que le Mali utilise aussi. Donc voilà. Mais au Tchad, on ne vous parle ni de la question de France CFA, le nouveau pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno, ni de la question des bases militaires, qui ne font que d'ailleurs se renforcer sur le sol tchadien, ni les accords de coopération, les 11 points là. Et je ne parle pas de une constitution dans le précaré français, qui ne s'attaque pas à ces problèmes-là. Ça veut dire que c'est une constitution qui consacre la domination encore, le prolongement, la domination française dans nos espaces. C'est là l'enjeu central. Alors, je suis désolé de le dire, je l'ai dit à l'entame de mon propos, la situation est très complexe. Vous et moi, on a vécu dans des quartiers où on a eu beaucoup d'immigrés tchadiens à un moment donné, dans les différentes guerres. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui s'est passé au Tchad. La culture de la violence a été imposée par les derniers régimes successifs au niveau de N'Djamena. Le président Idriss Déby Itno a tenté d'assouplir cette culture de la violence, surtout venant de ses frères Zagawa qui se croyaient tout permis. Et c'est pour ça que vous allez voir, les premiers cas de contestation du pouvoir d'Idriss Déby proviennent même de son propre camp, les frères Erdimi, les jumeaux Erdimi, vous vous souvenez. Donc, je pense que ceux qui sont aux affaires au Tchad n'ont pas pris la mesure d'une lame de fond qui est en train de traverser toute l'Afrique. Une lame de fond qui dit, ici, maintenant et tout de suite, nous ne voulons plus la domination française sur notre espace. La France, le Tchad, avec le régime de Mahamat Idriss Déby Itno, rame à contre-courant d'une volonté affirmée de la jeunesse et du peuple africain de s'affranchir de cette tutelle et de cette domination. C'est ce qu'il n'a pas compris. C'est pour ça que je reviens à Sankara qui dit un militaire avec une arme en main, qui n'a aucune formation idéologique et politique, c'est un criminel en puissance. Et c'est ce qu'on a vu jeudi. Il suffit que l'ordre soit donné et il est exécuté avec une brutalité inouïe. Moi, j'ai d'autres vidéos que je peux partager avec vous. De la manière dont certains soldats tchadiens, encore en poste au Mali, étaient traités par l'âge supérieur de l'ethnie Zagawa. C'est une privatisation de l'armée.
qu'on transforme carrément en milice, au service d'un clan. Ce n'est pas du tout acceptable en plein XXIe siècle. Ce n'est pas du tout acceptable au moment où, enfin, il y a une résonance du discours panafricain qui commence à avoir du sens. Ce n'est pas à ce moment que doit choisir des jeunes comme Ahmad Idriss Déby Itno pour ne pas avoir de courage pour dire non à la France. Vous avez vu le dernier, j'écoutais encore mon ami Jean-Paul Melek dans une chaîne concurrente hier, bon, ami, pas concurrent en tant que tel. Le dernier vote à l'ONU, le Tchad a voté comment? Voilà les indices. Ce sont des indices graves. Comment a voté le Tchad? La question du G5 Sahel, c'est eux qui étaient les premiers à dire allez au Mali, vous faites fausse route, revenez au G5 Sahel. Voilà. Donc je crois sincèrement que c'est douloureux ce que nous avons vécu jeudi et qui continue d'ailleurs d'affecter N'Djamena. Les gens s'étonnent, on dit oui, il fallait que les gens continuent, mais vous continuez avec les manifestations, avec une horde de bourreaux qui sont prêts à la boucherie à tout moment. Je pense que ce qu'il doit comprendre, l'acte qu'il a posé, de disqualifier désormais, pour être dans la continuité du combat panafricain, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est de démissionner. De démissionner et de faire son mea culpa. S'il s'entête, certes, il pourra continuer à tuer. Certes, il pourra continuer de se maintenir au pouvoir par la force, mais, il est dans un destin programmé qui n'est pas loin de tous ceux qui ont trahi l'Afrique. J'ai l'habitude de dire, les au moins Bongoté, les chouchous de l'impérialisme français, oui. On sait comment il a fini. Il lui a même été impossible de rentrer en France pour se soigner. Il allait mourir comme un animal, je ne sais pas où, en Espagne. Mobutu Sese Seko, qui était le chouchou de la famille Bush. Il allait dans le ranch de Bush comme vous venez chez moi. Il était presque dans la famille. Au moment fatidique où il est rongé par la maladie, les États-Unis refusent qu'il entre chez eux pour se soigner. La France, qu'ils ont toujours servi, refuse. C'est le Maroc qui l'héberge. Dans un petit réduit qui faisait lieu d'appartement. Il est mort dans une solitude hors norme. Je peux continuer, ils sont nombreux. Donc je dis à ceux qui continuent de servir ces monstres qu'on appelle l'impérialisme occidental, que leur fin est déjà connue. Il faut qu'ils fassent un effort de se réapproprier les leçons de l'histoire. L'histoire récente même, hein, pas très éloignée. Et comprendre que chaque fois qu'on joue, n'est-ce pas, les mercenaires des intérêts venus d'ailleurs contre son propre peuple, sa fin sera tout simplement triste. Même les poubelles de l'histoire pourront à un moment donné refuser d'accueillir de tels personnages. Merci à vous, patient parfait, de m'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Je dis courage au peuple tchadien. Je connais bien N'Djamena. J'ai circulé, j'ai été là-bas plusieurs fois. Je suis meurtri de voir ce qui s'est passé. Je pense, je dis au général Mahamat Idriss Déby Itno, vraiment, s'il y a quelque chose à faire, c'est de démissionner et de demander pardon. Et, alors, si possible, de recoller les morceaux de ce qu'on peut encore recoller et de faire, de créer, de déclarer quelques journées de deuil national et de faire vraiment de ces victimes de cette sauvagerie hors norme de véritables martyrs du peuple tchadien pour l'émancipation du Tchad, contre la présence militaire française, pour l'émancipation du Tchad, dans la reconquête, évidemment, de sa souveraineté et du panafricanisme. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, la mort n'a qu'un seul vrai héros, la mort. La guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort, et la mort se moque bien de la victoire. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.